Le premier de ces objets, c'est l'objet lock. Lock, c'est une interface avec une classe d'implémentation qui s'appelle reentrant lock. En fait, le lock peut remplacer exactement le bloc synchronisé. Plutôt que d'avoir synchronized, et puis je passe un objet en paramètre qui va donner son moniteur pour pouvoir faire la synchronisation, ici je vais appeler la méthode lock sur cet objet lock. Alors attention, cet objet lock, ça n'est pas le même que celui que j'utilisais pour faire la synchronisation. La synchronisation, ça pouvait être n'importe quel objet, et en général l'objet lock c'était juste un new object classique de base. Ici c'est un objet type lock. Et pour sortir du bloc synchronisé, il faut que j'appelle lock.unlock. Exactement la même sémantique que pour le bloc synchronisé, je n'ai qu'un seul thread qui peut exécuter le bloc de code entre le lock ici et le unlock qui se trouve ici. Donc les choses fonctionnent de la même façon. Il y a juste une précaution à prendre, c'est qu'il est absolument impératif que la méthode unlock soit appelée après la méthode lock. Si jamais la méthode unlock n'est pas appelée, cet objet lock sera verrouillé en permanence et empêchera tous les threads d'exécuter ce bloc de code. Ça c'est ennuyeux parce que si jamais il y a une exception qui est générée à l'intérieur de ce bloc de code, il se peut très bien que la méthode unlock ne soit pas exécutée si on l'écrit juste de cette façon. Donc la bonne façon d'écrire ce pattern, c'est de le mettre dans un try, ici, et ici de mettre une clause finally, de façon à garantir que ce lock.unlock soit appelé lorsque l'on sortira du bloc try. Si jamais une exception est générée ici, il y aura probablement une clause catch avant le finally, mais même en sortant de la clause catch, on aura la garantie d'exécuter le lock.unlock qui se trouve là. Donc le code gardé par ce lock se situera ici, entre le lock et le finally. Ça, c'est rigoureusement la même chose qu'un bloc synchronisé, du moins du point de vue formel. Alors, quel est l'intérêt d'utiliser ce genre de code par rapport au bloc synchronisé? Eh bien, l'intérêt, c'est que sur cet objet lock, j'ai d'autres méthodes que lock. J'ai par exemple une méthode trylock, et j'ai une méthode trylock qui prend un timeout en paramètre. Comment fonctionne trylock? Eh bien, trylock, quand un thread se présente dessus et que le lock n'est pas disponible, qu'il y a déjà un thread en train d'exécuter ce code-là, eh bien, ce thread ne va pas rentrer dans ce bloc de code, ne va pas aller dans la file d'attente, il va passer son chemin et continuer son exécution directement. Chose qu'on ne peut pas faire avec le bloc synchronisé. Et puis le trylock avec un timeout, il fonctionne un petit peu de la même façon que le trylock. Sauf que là, le thread va passer un certain temps dans la file d'attente. Si je mets un timeout de 1 milliseconde, eh bien le thread va attendre au minimum 1 milliseconde, et au bout d'une milliseconde, s'il n'a toujours pas pu rentrer dans le bloc synchronisé, c'est peut-être que quelque chose de pas prévu est en train de se passer, il y a peut-être un blocage quelque part. À ce moment-là, il va sortir de la file d'attente et exécuter un code alternatif. En tout cas, il n'essaiera plus de rentrer dans ce bloc de code qui est gardé. Donc cette API lock apporte des fonctionnalités supplémentaires par rapport au bloc synchronisé. Si on n'a pas besoin de ces fonctionnalités supplémentaires, on peut rester sur le pattern synchronized. Si on en a besoin, eh bien dans ce cas, il faut utiliser l'API lock.